Bien, bonjour à tous, merci d'être avec nous. Vous avez même intérêt à être avec nous, puisqu'on va parler de l'Afrique, de la France-Afrique, si elle existe toujours, peut-être oui, peut-être non. On a des spécialistes, nos amis africains, Georges Laosson Maudit, bonjour. Bonjour. Narcisse Zaïbo, bonjour. Bonjour. Et Laurent Dengui qui sera avec nous dans un instant. Et puis on a aussi Flavien Paisley, un Guadeloupéen qui a connu tout ce qui s'est passé en Afrique, puisqu'il a été militaire, il fera une intervention. Pour l'heure, juste un petit mot quand même sur la situation d'un Guadeloupéen qui, depuis 25 jours, est en grève de la faim. Il faut quand même le dire, il s'appelle David Deloumou. David Deloumou, au 25e jour, samedi, il y a eu une grosse manifestation sur le BIC et le soutien à David est normal. Beaucoup d'organisations maintenant se mobilisent pour le soutenir. Et quand il va dire, ben, nous voyons une belle force pour lui, pour famille, mais surtout pour les Guadeloupéens comme lui, parce qu'il y a un autre Guadeloupéen, Craï, aussi, qui lui aussi est en grève de la faim. Et donc, toujours contre l'obligation vaccinale, pas contre le vaccin, on le dit contre l'obligation vaccinale, puisque David Deloumou, il travaillait au CHU, il était donc cadre administratif, et c'est à ce moment-là donc il a décidé de mettre sa vie en danger, et les jours qui viennent, ça deviendra de plus en plus difficile, puisque, vous savez, après 25 jours, le corps commence à perdre sa résilience même si on veut garder. Donc, on pensera à lui et on pense à lui chaque jour. Alors, je vous l'ai dit, aujourd'hui, nous allons faire un focus pendant 1 heure. On essaie au moins 1 heure jusqu'à 13h30 sur l'Afrique. Vous savez qu'il y a eu beaucoup d'événements en Afrique ces temps-ci. Le dernier en date, c'est le renvoi des troupes militaires françaises qui étaient au Mali. Avant ça, il y a eu des coups d'État. Il y a eu coup d'État au Mali, au Burkina, aussi dans l'Afrique de la Guinée, le Sékou Touré, Vincent Sékou Touré, puisque c'est Condé qui était là, qui a lui aussi été débarqué. Est-ce que c'est la preuve que l'Afrique est en train de bouger, en train de se débarrasser de la France-Afrique? C'est la question qui mérite d'être posée. De l'autre côté, on sait aussi que l'esprit, on va le dire, panafricaniste se développe. Bien sûr, il y a Kémy Séba, mais il n'y a pas que lui, puisqu'il n'a rien inventé avant lui. Il y a beaucoup d'Africains, notamment Kwame Nkrumah, qui avait déjà lancé l'esprit panafricain. Et donc, ça aussi, on va en parler avec nos amis. Et puis, on parlera de ces coups d'État constitutionnels au Togo, en Guinée, je l'ai dit, au Tchad aussi, et au Burkina Faso. Donc, cette Afrique qui bouge, c'est intéressant pour nous. Comme je le dis chaque fois qu'on fait un débat sur l'Afrique, il faut savoir ce que font les Français là-bas, pour savoir ce qu'ils pourront faire demain chez nous. Mais avant, un petit mot avec nos deux amis, puisqu'il y a la guerre en Ukraine en ce moment, vous le savez, et nos frères africains ont eu beaucoup de difficultés là-bas. J'ai même pu comprendre qu'il y avait un pays africain qui voulait envoyer des soldats en Ukraine, c'est le Sénégal, j'ai appris ça aussi. Et donc, je voudrais simplement qu'on fasse un tout petit focus avant d'entrer dans le débat sur l'Afrique, sur ce qui se passe en Ukraine et en ce moment pour les Africains qui étaient bloqués en Ukraine. Je pense qu'on va commencer par Narcisse. Oui, bonjour à tous. Effectivement, ce qui se passe en Ukraine interpelle le monde entier. Là, on a découvert qu'il y avait une forte communauté africaine en Ukraine, parce qu'ils faisaient partie donc, des personnes qui cherchaient donc, à sortir du pays. Et à cette occasion, on a découvert, malheureusement, que ce que décrivait Poutine comme étant, on va dire, la présence des forces nazies, des nazis ou des néo-nazis en Ukraine, ce que contestent un peu certains occidentaux, des néo-nazis qui sont racistes, moi, ça ne me surprend pas. Voilà. Ouais. Donc on a vu malheureusement le sort de beaucoup d'Africains, que les Ukrainiens voilà, empêchaient de partir. Et beaucoup de vidéos aussi ont énormément circulé où on a vu des maltraitances manifestes d'Africains, etc. Donc des actes racistes ignobles. Voilà. Donc on a découvert un peu la face sombre voilà, du président, on va dire... oui. J'ai envie de dire le clown, oui, qui est au pouvoir en ce moment, l'ex-humoriste clown, oui, l'ex-humoriste clown. Donc, on a été énormément peinés de voir nos frères africains maltraités vraiment comme des animaux par le pouvoir, enfin par les militaires ukrainiens, même par les citoyens ukrainiens. Et donc voilà.
Donc forcément, il y a eu ce côté-là qui nous interpelle, qui continue de nous interpeller parce qu'on cherche encore à joindre tous nos frères qui sont là-bas. Oui. Les ambassades de certains pays africains ont essayé de se mobiliser pour envoyer ne serait-ce que des secours pour essayer de sortir... parce que tous n'ont pas pu rentrer jusqu'à maintenant. Ah non, non, du tout. Alors après, il se trouve que voilà, les Ukrainiens font du tri. Voilà. Oui. On ne laisse pas sortir. Quand il faut monter dans un train, par exemple, voilà, les Africains du tout sont même pas les derniers, mais bon, quoi qu'ils sont quasiment empêchés de monter dans les trains, ils sont refoulés, mais de façon brutale, quoi. Voilà. Donc ils sont pas traités comme des humains, quoi. Ouais. Alors, Georges, j'ai su aussi que pratiquement plus de 48% des pays africains n'avaient pas pris position sur cette guerre russo-ukrainienne. C'est surprenant? Ben, c'est pas surprenant si on considère que la plupart des États-nations post-coloniaux ont gardé des liens d'affinité avec les grandes métropoles, la Grande-Bretagne et la France principalement, et que c'est en fonction de la pression que ces États subissent qu'ils se positionnent à l'ONU. Ça, oui. C'est bon. Heureusement, les résolutions à l'Assemblée nationale ne tiennent pas pour règles contraignantes. Donc, bon, c'est triste à voir. C'est triste à voir, et la plupart de ces États sont naturellement démentis par leur population. Si l'on tient compte du sentiment général actuel dans les pays africains, j'ai passé 7 mois en Afrique dernièrement, j'ai pu voir que ce soit le chauffeur de taxi, la marchande de beignets au marché, bref, non, il y a un mouvement nouveau que moi je n'avais pas repéré en 2019. Il y a 3 ans, je n'avais pas repéré ça. Mais cette fois, c'est là, c'est massif, que, bon, plus rien ne trouble, c'est-à-dire, à partir du moment où les gens n'ont plus comme référence RFI ou France 24, comme moyen, comme média d'information, mais c'est terminé. Tout le monde écoute aujourd'hui, tout le monde est sur les réseaux sociaux, ils écoutent Afrique Média, je ne fais pas de publicité pour personne, ils écoutent beaucoup de chaînes. Afrique Média, par exemple, les gens peuvent le capter directement sur leur télévision. Tout à fait, du coup, bon, les gens sont informés. Autrement, ils ont une autre information, en fait. C'est ça, c'est ça. Ils sont autrement informés. Bon, voilà, et les consciences évoluent. Avant, on était surpris de donner certaines informations, mais non, ça passe. Les gens sont au courant. Bon, à propos de ce qui se passe à la frontière polono-ukrainienne, non, ça relève du racisme pur et simple. J'ai 2 frangins qui ont fait leurs études en Ukraine, et puis après à Moscou, à l'université Patrice Lumumba. Bon, donc les étudiants africains en Ukraine, c'est rien de... C'est pas nouveau, quoi. C'est connu en Pologne, en Tchécoslovaquie. J'ai des parents qui ont fait leurs études d'architecture en Tchécoslovaquie, en Pologne, etc. Bon, mais il se trouve que quand ces gars arrivent au train pour partir comme les autres, ils sont refoulés. Ils sont refoulés. Bon, ce qui confirme la présence jusqu'au sein du gouvernement ukrainien d'éléments néofascistes. Et racistes. Oui, racistes. Et on ne le dit pas assez, je ne sais pas pourquoi. Non, mais les médias occidentaux n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas. J'ai regardé le journal de France 2 hier soir. Rien du tout. Non, pas un mot dessus. Comme si le noir, l'africain ou l'afro-descendant demeure un non-être
Absolument. un non-humain. Oui. Bon, voilà, on en est là. Non, mais ceci dit, quand même, là-dessus, nous, on avait de la compassion, on va dire, pour le peuple ukrainien. Il faut faire la différence entre le gouvernement ukrainien et la population ukrainienne. Tout à fait. On avait tous de la compassion, justement, pour cette population qui migrait de façon massive, donc qui souffrait un peu donc, des conséquences de cette guerre-là, parce que le gouvernement font ce qu'il veut, mais c'est toujours la population qui souffre. Oui, bien donc sûr. nous avions tous, effectivement, la compassion pour cette population qui subissait, en fait, les conséquences des décisions des gouvernants, d'un côté comme de l'autre. Mais on a été vraiment surpris de voir ces pratiques-là qui traduisent le fait que c'est des choses qui sont ancrées dans leur pratique. Dans leur pratique. Ouais. Voilà, alors on va tout de suite entrer dans le vif du sujet, puisque je l'ai dit, l'Afrique de l'Ouest bouge, c'est vrai. Alors je voulais comprendre, et que nos téléspectateurs comprennent, quel est le rôle aujourd'hui de la CEDEAO vis-à-vis des autres pays africains. Parce que ça, c'est très important, puisque après ce qui s'est passé, on a vu des prises de position un petit peu particulières d'une entité qui, normalement, devrait défendre les pays africains, logiquement. En gros, si tu arrives à poser la question du rôle de la CEDEAO, c'est par rapport à des faits qui interpellent. Tout à fait. Et donc, ces derniers temps, le fait qui interpelle, en fait, c'est l'actualité dans l'Afrique de l'Ouest, où on a vu successivement des coups d'État en République centrafricaine, des coups d'État au Mali, des coups d'État en Guinée, et tout récemment aussi un coup d'État au Burkina Faso. Je rectifie, en Centrafrique, ce n'était pas un coup d'État. Non, c'était autre chose, je m'excuse. Ouais. Centrafrique, c'était autre chose. Mais tout ça est lié, en fait, et en Afrique de l'Ouest particulièrement. Il y a tous ces mouvements, mais qui sont apparus dans un... Comme s'ils étaient... Comme si les différents... Ils s'étaient concertés. Donc, forcément, ça donne à réagir à la CEDEAO, qui est censée être la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, et donc, qui obéit bien évidemment au diktat de la France. Hein. Un peu, toutes les décisions qui sont prises sont d'abord validées par la France. Par Paris. Parce que les dirigeants de la CEDEAO, c'est qui? C'est Ouattara, c'est le président du Togo, Faure Gnassingbé Eyadema, etc. Donc des gens qui sont arrivés au pouvoir de façon anticonstitutionnelle, qui se permettent de juger, en fait, ce qui se passe dans d'autres pays, qui se révoltent, en fait. C'est ça. Donc, en fait, les décisions qu'ils prennent, donc ce qui a sûrement, on va dire, interpellé, vous a interpellé, pardon, ces décisions qu'ils prennent sont quasiment... c'est des décisions lunaires, quoi. Des décisions lunaires, c'est-à-dire on décrète pour le Mali, par exemple, un embargo total. Un embargo total, y compris même sur les médicaments, y compris surtout... un organisme africain, en plus. Voilà, c'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas la différence entre le gouvernement et la population. Et le peuple, oui. Mais c'est vraiment incroyable, que ce soit les Africains eux-mêmes qui ne soient plus en mesure d'avoir du recul par rapport à cela et essayer de prioriser l'intérêt des populations. Voilà. Mais on fait un mélange de gens total et en fait, ils s'inscrivent dans les éléments de langage qu'on leur met dans la bouche. Oui, tout à fait. Georges? La question de la CEDEAO, elle n'est pas nouvelle parce que la CEDEAO avait pris déjà des positions par rapport au Togo, au dernier mandat du fils de Gnassingbé Eyadema Faure au Togo. On a vu la CEDEAO à l'œuvre. On l'a vu à l'œuvre en Côte d'Ivoire. Aussi, En Côte d'Ivoire, c'était déjà à l'époque où M. Sarkozy avait décidé de bombarder la résidence, le palais du président Gbagbo. On l'a vu à l'œuvre. Je ne sais pas si l'expression est juste, le syndicat des chefs d'État, c'est juste, puisqu'ils défendent, la CEDEAO semble ne plus défendre que les intérêts des chefs d'État, et non plus des nations ou des peuples, des populations. Donc, de ce côté-là, rien d'étonnant.
je rappelle qu'en dehors du président en exercice de la CEDEAO, le secrétaire général de la CEDEAO est nommé par M. Ouattara. Oui, oui. Tout le monde connaît le parcours de M. Ouattara, le plus fidèle laquais de l'impérialisme français, de la France-Afrique. Tout le monde se rappelle cette scène d'un 21 ou 29 décembre 2019 où M. Ouattara accueille M. Macron. Oui, tout à fait. Pour faire dire à M. Macron que M. Macron décidait de la fin du franc CFA pour la naissance de l'éco. Oui. Une monnaie que, depuis plusieurs années déjà, plusieurs décennies, la CEDEAO, avec le Nigeria, le Ghana, la Sierra Leone, etc., bref, les autres États non francophones, avaient décidé de mettre en place. Okay. Bon, donc la CEDEAO, moi je me rappelle la naissance de cet organisme, on y croyait, c'était en 1977, moi j'y croyais, mais bon, il faut reconnaître que c'est devenu tout sauf ce que ça devait être. Bon, voilà. Mais pour enchaîner sur l'attitude particulière de la CEDEAO, moi je crois que la singularité du cas malien, du cas du Mali, oui. A beaucoup de sens pour nous. Le cas du Mali ne ressemble pas au cas de la Centrafrique, ni au cas de la Guinée-Conakry, ni au cas du Burkina Faso. À l'origine, ce sont les populations maliennes qui, à la suite du tripatouillage des élections présidentielles qui précédaient, qui a porté Ibeka à son deuxième mandat, ce sont les populations qui, pendant 6 mois, tous les vendredis, se descendaient dans la rue pour demander la publication des vrais résultats et la démission de M. Ibeka. Mieux, c'est que M. Ibeka était parvenu à faire mater devant les mosquées les populations par l'armée. Oui. Mais en pays musulman, où les soldats, le gros des troupes, le gros des soldats de la Fama étaient musulmans eux-mêmes, c'est sacrilège que des soldats musulmans tuent des musulmans. Tout à fait. Et je crois que c'est ce qui a provoqué chez les officiers qui avaient déjà souffert dès 2014, oui, les brimades et le mépris des officiers français à Kidal. Oui, oui, bien sûr. Des officiers français qui leur interdisaient de rentrer dans Kidal. Bon, ces officiers n'ont pas résisté, oui, à aller soutenir, à aller accompagner le mouvement populaire, quoi. Et ça, c'est un mouvement qui fait date dans l'histoire de l'Afrique. Alors, Laurent est arrivé, Laurent Deslandes est arrivé. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on est en plein dans le sujet, puisqu'on parle un petit peu du rôle de la CEDEAO et face à ce qui se passe aujourd'hui dans toute l'Afrique. Alors, on voulait savoir un peu votre analyse de la situation globale de l'Afrique après tous les coups d'État dans les différents pays qui se sont déroulés ces temps derniers. Et bien sûr, au regard aussi du fait que la France a été éjectée, il faut le dire, en 72 heures, l'ambassadeur français, on lui a dit de quitter le territoire. Merci d'abord, excusez pour mon retard. Voilà. Mais bon, par rapport à la situation en Afrique de manière générale, ce qu'on peut dire, nous, Africains, et la majorité des populations jeunes qui désormais revendiquent d'être respectés au même titre que n'importe quel État souverain. Le souhait de la grande majorité de la population, c'est que ce qui s'est passé au Mali, ou en Guinée et au Burkina continue. Oui. D'ailleurs, il y a une plaisanterie qui circule sur les réseaux sociaux, mais on affiche l'indicatif téléphonique de chacun des pays. Oui.
224, 226, à qui c'est le prochain tour, le prochain. Voilà. D'accord. Donc il y a une sorte d'attente quelque part qu'il y ait un balayage de tous ces régimes corrompus et qui sont des marionnettes, en fait, en tout cas pour l'Afrique francophone, qui sont des marionnettes de Paris, quoi. De l'État français. Mais il y a quand même une question que je suis en train je me pose et que je vous pose aussi. Est-ce que la France n'est pas en train de reculer quand même aujourd'hui? C'est-à-dire que la révolte de certains pays africains aujourd'hui qui étaient sous domination néocoloniale, est-ce qu'on n'a pas le sentiment quand même que la France est en train de se faire pas rejeter, au moins bousculer? Non, mais c'est exactement ce qu'on constate. Oui. Tout à l'heure, ce que disait Lambert, c'est qu'on assiste un peu à une espèce de printemps arabe de l'Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque. Oui, bien sûr. Voilà. Tunisie, Algérie, voilà. Donc aujourd'hui, la France perd du terrain, heureusement d'ailleurs, perd du terrain en Centrafrique, c'est déjà acté. Oui. Au Mali, c'est quasiment déjà acté. Oui, c'est réglé pour le Mali. Voilà. Oui. Et forcément, la contagion avec le Burkina aussi, c'est réglé parce que souvenez-vous que quand la CEDEAO prend ses décisions de blocus, de fermer toutes les frontières pour, on va dire quelque part, assécher le Mali, isoler complètement le Mali, mais ce n'est pas tout le monde. Oui. Bien évidemment, Abidjan obéit au doigt et à l'œil, mais en fait, ce blocus, finalement, il n'empêche pas aujourd'hui le Mali de fonctionner parce qu'entre-temps, l'Algérie n'a pas voulu s'inscrire et a laissé ses frontières ouvertes avec le Mali. La Mauritanie a refusé de s'inscrire dans cette décision de la CEDEAO. Le Burkina Faso a refusé de s'inscrire dans cette décision. La Guinée également a refusé d'obéir, comme on dit, à ces injonctions inacceptables de la CEDEAO. Si bien que le Mali, aujourd'hui, fonctionne correctement, mis à part le fait que Abidjan refuse, voilà. Même Abidjan n'a même pas le choix parce que quelque part on a même, voilà. Et je ne sais pas si l'actualité récente, hein, je dis, après le coup d'État du Mali, l'ancien ministre qui se réfugie à Abidjan et qui appelle Ouattara, et il y a une communication téléphonique qui est interceptée par, on va dire, par les services de renseignement. Et on voit très bien les échanges de communication entre Ouattara et cet ancien ministre-là qui a fui et qui traite les Maliens d'idiots, qui traite les Maliens de gens qui ne savent pas réfléchir. Comment est-ce qu'ils vont s'allier à une puissance qui s'appelle la Russie, qui a le PIB de l'Espagne, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, ça démontre clairement que l'Afrique est en train de se libérer. Et que les têtes de pont quand même demeurent quand même la Côte d'Ivoire et peut-être un petit peu plus le Sénégal. Le Sénégal et de l'autre côté le Gabon. Le Gabon, bien sûr. Le Tchad. Ouais. C'est des pays qui restent très fidèles à la Centrafrique. Mais ce que je voudrais préciser par rapport à la question initiale, c'est qu'on vit un entre-deux en ce moment. Oui. D'un côté, on a des populations dont l'éveil de conscience, la prise de conscience, mais est énorme. Oui. Le panafricanisme se décline aujourd'hui sous tous les tons. Oui. D'un côté, et de l'autre, on a une métropole coloniale, mais qui fait preuve d'un autisme pas possible. Oui. On se demande si la France a encore des services de renseignement qui lui disent où en sont les populations. L'arrogance tout le monde a pu voir l'arrogance du président de la République française, l'arrogance et le mépris affiché de monsieur Le Drian surtout. Pire, de madame la ministre de la Défense. C'est pas possible qu'on soit aussi méprisant vis-à-vis d'États souverains. Bon, et les conséquences, c'est la décision que l'État malien a prise. Monsieur l'ambassadeur, ramassez vos affaires, 72 heures, dégagez les lieux. Bon, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, il y a longtemps que les gens pensaient que le régime malien devrait faire ça comme en Centrafrique aussi. Beaucoup pensaient que, bon, l'État ne l'a pas fait seulement. Quand on écoute le discours du ministre de la ministre des Affaires étrangères de la Centrafrique, mais vraiment,
moi, ça me fait jubiler, quoi. Ça me fait... C'est que des États africains, des politiques africains, contrairement à la tristesse d'un Ouattara, que des ministres africains aient le courage de répondre du tac au tac à la diplomatie française. Non, ça fait du bien. Et parce qu'une chose est ce que les activistes peuvent dire, mais lorsque les ministres, le Premier ministre malien, il est allé aussi loin qu'on ne pouvait pas l'espérer, quoi, à livrer des informations sur les pratiques de l'armée française sur le sol malien. Tout à fait. On va rejoindre M. Flavien Pesli, qui a été militaire guadeloupéen dans 6 pays africains. Il va sûrement nous dire quelques petites choses qu'il a lui-même vécues. Allô, Flavien? Oui. Oui, alors. Donc, oui, baisse la télé. Voilà, j'ai tellement activé. Voilà. Oui. Je rends les intervenants, les différents intervenants africains qui ont pris la parole, je les rejoins entièrement. Oui. Ils connaissent le sujet légèrement plus que moi, du point de vue politique. Oui. Et moi, je vous parle du terrain. Oui. Combien d'années tu as fait dans les pays africains? 16 ans. 16 ans, bon. J'ai commencé en 65 au Tchad, Oui. avec M. Thomas Baye, Oui. qui a été tué, qui a été assassiné le 13 avril 75, Oui. qui a été remplacé par un nommé Maloum, commandant Tout à fait. militaire. Oui. Un mois après, il a donné 24 heures à la France pour quitter le pays. Oui. Donc la France a abandonné avec armes et bagages le Tchad en 1975, poussé à l'extérieur par le commandant Maloum. Oui. 6 mois après, le commandant Maloum fait appel à l'armée française pour faire face au Toubou du Nord. Donc ainsi de suite, ça s'est répété pendant plusieurs fois. Ça c'est du côté tchadien. Oui. Le problème des militaires français, je vous dis, des militaires français dans les pays du Sahel, c'est très très difficile. Dans la mesure où la politique française en Afrique n'a jamais été très bien, n'a jamais été claire. La population et autres accords de défense et protection mal définis. Je prends comme exemple. J'ai vécu au Niger, 2 ans et demi, 3 ans au Niger, en passant de Zender à Agadez, Oui. tout ce territoire où j'ai vécu avec la population locale. Mais je vous assure, mon origine africaine m'a conforté dans la mesure où j'ai vu la différence qu'il y a entre le soldat français et le soldat africain. Il existe un lien de camaraderie énorme entre le soldat français, le soldat malien, le soldat tchadien, le soldat nigérien. Je vous parle de soldats sur le terrain. D'accord. Dans la mesure, on combat ensemble pour des causes, des fois contre une guerre, qui n'a rien à voir avec la politique et la diplomatie. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce qu'on appelle frère d'armes. Je me sens frère avec les soldats africains. Ça dépasse l'entendement, ça dépasse la politique et ça dépasse tout. Effectivement, il y a un intervenant qui a parlé d'arrogance. Effectivement, au niveau de certains corpulents
français, j'ai vu de l'arrogance envers l'Afrique, envers les Africains. Quand on parle de l'Afrique, moi je préfère qu'on parle du Mali, ou on parle que du Niger, ou on parle que du Tchad, ou on parle que du Gabon ou du Cameroun. Oui. Pour les raisons suivantes, l'Antillais, il parle l'Africain, c'est un Africain, l'Afrique. Mais l'Afrique est immense. L'Afrique est immense. Dis-moi, Flavien, les troupes françaises qui ont quitté le Mali, on les a repliées vers quel pays en ce moment? Une partie vers le Niger. Voilà. Dans le Niger, il va y avoir une base. Bon, il faut savoir que les populations du Mali et du Niger sont à peu près les mêmes ethnies. Oui. On trouve à peu près les mêmes personnes sur le long du fleuve, hein, le long du fleuve, le Niger, d'ailleurs. Et qu'au Niger aussi, il faut s'entendre que, bon, vous avez un sentiment anti-français qui parcourt l'Afrique. C'est légitime d'un côté. Quand vous voyez l'intervention des Chinois en Éthiopie, oui. Les Chinois, ils construisent des usines, ils forment des locaux, ils construisent des chemins de fer, des trains, le port. Enfin, les Chinois, ils construisent. Ils ne se mêlent pas de la politique pour l'instant, c'est ça. La France a construit quoi en Afrique? Oui. Quelles sont les usines qui fonctionnent? Quelques formations qu'il y a eu, l'irrigation par exemple. Vous savez, l'Afrique, il y a de l'eau. Moi, je pense que la technicité française aurait pu aller vers ce système d'irrigation pour pouvoir irriguer les contrées du Sahel, par exemple. Par la mise en place des pipelines. Les Arabes, ils ont fait. Les Arabes ont irrigué le désert. Donc, quand on parle en matière de coopération, au niveau de la France, on comprend pourquoi la France est rejetée, commence à être rejetée un peu partout. Juste un dernier mot, Flavien, puisqu'on va prendre une pause tout à l'heure. Une dernière question. Est-ce qu'au cours de ces 16 années, tu as ressenti un sentiment, la montée d'un sentiment anti-français dans ces pays africains? Affirmatif. D'accord. Affirmatif, j'ai commencé à le sentir en mon dernier séjour, j'ai fait à Abéché au Tchad. Abéché au Tchad, moi bon, en tant que j'ai toujours vécu avec la population dans les villages. J'ai mangé avec les villageois. J'entendais ce qu'ils disaient. Ils me faisaient comprendre que moi, j'étais mieux vu, on m'appelait là-bas Adbigin. Adbigin, ça veut dire en Togo, moustachu. Ben, ils m'ont vu à différentes périodes. Adbigin a toujours amené quelque chose pour eux. Adbigin a toujours montré où se trouvait la vérité. D'accord. Okay. Donc, les intervenants là, bon, j'ai très bien compris que c'est effectivement la vérité, ce qu'ils disent, bon, ils sont parfaitement dans le bain. Mais au niveau du terrain, il faut aller sur le terrain, pour comprendre. Okay. Voilà ce que je voulais dire. Ok, merci Flavien. On va te retrouver peut-être à la fin du débat. Juste une dernière question entre vous, messieurs, avant qu'on arrive à la première pause. Le sentiment de la remontée, de la renaissance, entre guillemets, je dis entre guillemets, du panafricanisme. Est-ce que vous le ressentez aussi dans les différents pays africains en ce moment? Parce que bon, on a tendance à parler de Kémy Séba, d'accord, il est venu ici, connaît son activisme, mais il n'y a pas que lui. Mais sans hésitation, on dit oui. Parce que, heureusement qu'actuellement, il y a les réseaux sociaux. Oui. Lorsque le coup d'État du Mali, de la Guinée ont eu lieu, surtout celui du Mali, oui. Il fallait voir la réaction. La réaction de la majorité des Africains, comme je disais tout à l'heure, parce qu'en fait, tout le monde se sentait concerné. Tout le monde se sentait concerné parce que tout le monde, ça fleurissait partout. Je suis malien. Oui. Depuis qu'il y a eu Je suis Charlie, après l'attentat, tout le monde se sentait malien. Tous les Africains se sentent maliens. Oui. Parce que c'est une fierté, le Mali, actuellement, pour tous les Africains. Oui. Une fierté parce que c'est la première fois que
dans un pays anciennement colonisé, on met l'ancien colonisateur dehors. Oui. Et Macron demande 6 mois pour faire partie de l'armée française. C'était arrivé en Guinée quand même, à l'époque de Sékou Touré. Oui, mais bon, à l'époque, on avait une certaine crainte. Oui. À l'époque, du temps des anciens dirigeants, il y avait Kwame Nkrumah et autres, mais bon, il y a une certaine crainte parce que c'est la toute puissance coloniale, toute récente. Donc désormais, il y a vraiment un élan général. Tous les Africains se sentent panafricanistes. Oui. C'est beaucoup plus fort. Et je crois que ça va de pair avec ce qui a été mis en place, enfin ce qui a été fait avec Sémé Kéba à partir de France CFA. Oui, c'est important. Un petit mot rapidement avant la pause. Oui, rapidement, mais en fait, le panafricanisme, c'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment la revendication de la souveraineté de ces pays-là. Et la différence avec la Guinée, c'est qu'aujourd'hui, on le voit que ça se fait avec succès en Centrafrique. C'est en train de se faire avec succès au Mali. Oui. Alors, il faut peut-être préciser quelque chose d'important, parce que tout à l'heure, le frère qui était au téléphone, Flavien Parly, voilà. Pourquoi la France a échoué? Parce qu'il a pris l'exemple de délégations, des choses comme ça. Voilà, mais parce qu'en fait, la France est partie avec une solution exclusivement militaire. Oui. Et ce qui fait aujourd'hui que la France a échoué militairement, c'est qu'en réalité, dans la pratique française, ils n'y vont pas pour... En fait, ils y vont pour instrumentaliser le djihadisme, pour instrumentaliser les rébellions, etc. Et pendant ce temps, ils ont leur propre agenda. Et donc aujourd'hui, la Centrafrique a fait un choix complètement différent. Elle s'est affirmée de façon souveraine, donc pour aujourd'hui prendre son destin en main, et ils sont en train de réussir là où la France a échoué pendant 60 ans. Oui. Le Mali aujourd'hui est en train de vaincre le djihadisme, là où la France pendant 10 ans a échoué. Donc tout ça, voilà. Tout ça parce qu'en fait, la France qui normalement est dans ces pays-là depuis au moins un siècle, n'a pas eu l'idée de penser qu'en fait, c'est pas le char qui arrive à vaincre le djihadisme, c'est le développement. Oui. C'est le développement, parce que dans ces pays-là, la France s'est organisée pour paupériser ses populations. Alors qu'il aurait fallu faire des routes. En fait, ils ont coopéré avec des gouvernements corrompus d'Ibeka, qui faisaient qu'en fait, toutes ces populations du Nord n'avaient ni route, ni éducation, ni santé, ni quoi que ce soit, si bien que ces jeunes-là se livraient dans, on va dire, à l'obscurantisme religieux djihadiste. Alors qu'il aurait suffi, justement, de faire des routes, de donner une perspective à ces jeunes-là. C'est le meilleur, on va dire, barrage par rapport au djihadisme. Un petit mot, Georges, avant qu'on prenne un petit mot, non? Georges, il faut 3 petits mots. Bon, on va le voir après la pause. On prend une petite pause et on retrouve Georges tout à l'heure. Voilà, il est 13h19. Dans un instant, on reprend notre débat sur l'Afrique, la situation en Afrique aujourd'hui. On revient rapidement sur l'actualité en Guadeloupe. L'actualité, c'était cette conférence sur les enjeux du mouvement social avec un historien, sociologue, qui essaie de savoir un peu où va-t-on réellement dans cette situation sociale qui, depuis pratiquement le mois de juillet, après des montées de puissance en novembre, et puis après ça s'est retombé. Aujourd'hui, nous sommes au stade de la grève de la faim de David Delvaux. Et on a, au cours d'une conférence, essayé de voir quels étaient ces enjeux. Reportage Olivier Moradel. Depuis quelques semaines déjà, donc moi et quelques amis, disons historiens, sociologues, nous passons à expliquer un peu la compréhension que nous avons du mouvement social en Guadeloupe. Puisque c'est un mouvement qui est important, il est inédit, il est différent de celui de 2009, mais son impact sur la société est quand même important à cause de sa durée déjà, mais aussi parce que, je dis, il touche toutes les dimensions de la société. Il pose le problème du syndicalisme, du rapport du syndicalisme à la politique, il pose le problème de la violence, ou des violences, il pose le problème également de la loi, les lois de la République, il pose le problème de l'ordre. L'ordre, qu'est-ce que l'ordre en pays colonisé, dans le pays où nous sommes? Il pose des problèmes également culturels, de notre rapport à nos croyances, notre rapport des problèmes de la cosmogonie. Il pose des problèmes divers. Le mouvement impacte l'ensemble de la société, c'est-à-dire que toutes les problématiques sociales qui existaient bien avant le mouvement sont là. Ce mouvement-là pose aussi 2 problèmes fondamentaux qui sont le rapport de domination coloniale et puis le rapport capitaliste. Donc ces 2 leviers-là, ces deux problèmes-là existent.
Et donc, nous pensons qu'il est important d'expliquer. Il s'agit d'un mouvement d'opposition à l'obligation vaccinale qui, de mon point de vue, de notre point de vue, c'est un mouvement nécessaire, c'est un mouvement qui fait honneur à la Guadeloupe, qu'il y ait des gens qui, disons, ne sont pas prêts à accepter que les choses se passent normalement selon l'ordre des autres. Il y a une crise permanente, il y a une crise structurelle. Et ce n'est pas le fait qu'on soit passé de colonie réelle à colonie départementalisée que ça a changé quoi que ce soit. Il y a une crise structurelle, un chômage qui est beaucoup plus élevé si on prend comme échelle de comparaison que celui de la métropole, des maladies récurrentes, des vulnérabilités liées à l'environnement, au cataclysme, etc. L'existence d'une politique de substitution démographique où on remplace les Guadeloupéens par d'autres personnes. Donc c'est une crise qui est permanente. Elle va atteindre à la lueur des événements, à la lueur de la conjoncture, un certain nombre de trémors, de tremblements, comme il y a pour les tremblements de terre, mais elle est permanente. Il n'y a pas un enjeu proprement guadeloupéen, et même s'il y a un enjeu guadeloupéen, il est vécu de façon différente. Ça dépend. Dans la barricade, dans le barrage, il y a deux côtés. il y a ceux qui sont devant et ceux qui sont de l'autre côté. Et forcément, il y a des intérêts divergents. C'est difficile de faire peuple lorsque, effectivement, on a des visions différentes, des mémoires différentes de la même histoire, des intérêts divergents. Il y a surtout un besoin d'échange, un besoin de se rassurer. Nous avons subi une charge émotionnelle très forte de par la pandémie. Donc oui, il faut poursuivre ce genre de débat, ce genre d'échange, ce genre de discussion. Nous étions il n'y a pas longtemps au Centre des Arts, nous sommes ce soir à Sainte-Anne, nous serons à Sainte-Rose, nous serons à Moule, nous serons à Morne-à-l'Eau, histoire de rencontrer le peuple guadeloupéen pour que celui-ci puisse parler. Voilà, c'est un débat qui, comme vous l'avez dit, c'est un Guadeloupe tour autour justement de cette question, de cette crise sociale qui touche la Guadeloupe depuis plusieurs mois et qui est pratiquement loin d'être terminée. Même les élections présidentielles françaises ne vont pas mettre fin à cette tour. Alors, on revient à notre débat sur l'Afrique et on parle un petit peu de la jeunesse africaine qui revient progressivement au panafricanisme. Mais il y a une autre question qui reste en suspens, c'est la question du franc CFA. Oui, toujours pas résolu. Il y a des tentatives, mais l'ICO n'a pas résolu le problème. Alors, est-ce que les pays, les gouvernants africains, je parle, alors moi, pour moi, dans mon esprit aujourd'hui, en tant que Guadeloupéen, je dis qu'il y a deux Afriques maintenant. Il y a l'Afrique néocolonisée, et puis il y a une Afrique qui commence à bouger. Alors, dans cette Afrique qui commence à bouger, est-ce que cette histoire du franc CFA risque aussi d'arriver à son terme, progressivement au moins? Mais fatalement, parce que aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a le gouvernant, oui. Et puis en dessous, toute l'Afrique, les populations sont quasiment unies sur cette thématique-là. Aujourd'hui, toute l'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, quand on a vu la jeunesse mobilisée, on a vu Kémy Séba, qui était un peu l'un des porte-étendards du mouvement contre le franc CFA, mais toute l'Afrique aujourd'hui est quasiment aujourd'hui unanime pour dire que la prise de conscience elle est aujourd'hui unanime. Donc pour l'instant, ce sont les gouvernants qui bloquent, oui. À travers la CEDEAO, à travers des gens comme Ouattara, etc. Pour l'instant, qui bloquent. Mais rappelez-vous, on a enlevé Kadhafi. Pourquoi? Parce que le projet de Kadhafi, c'était de faire une monnaie unique africaine. Voilà. On a enlevé Gbagbo. Pourquoi? Parce que dans le projet de Gbagbo, il était aussi question de changer de monnaie. Oui. Là, le problème se pose encore aujourd'hui au Mali. Vous verrez dans toutes les discussions sur les réseaux, le Mali est en train de préparer une alternative de sortie du franc CFA. Voilà. Donc la question de la monnaie, elle est vraiment cruciale. On ne peut pas développer un pays aujourd'hui avec une monnaie qui est gérée par l'extérieur. Oui. Que ce soit à Paris ou un autre pays, c'est quasiment impensable. Aujourd'hui, on se demande encore comment on arrive encore à être dans ces éléments-là, parce que nos billets de banque sont fabriqués là-bas. Et le pire, c'est que le franc CFA de la Côte d'Ivoire n'est pas valable au Mali, oui. Et vice-versa. Oui. Le franc CFA du Mali n'est pas valable en Centrafrique et vice-versa. Donc, pour toute opération, tu es obligé de passer par Paris. Et donc, celui qui récolte tout, c'est Paris, finalement. Si tu vas acheter du matériel en Chine ou en Russie, etc., tu es obligé de passer par la Banque de France. Oui. Tu es obligé de passer par des gymnastiques pas possibles. Donc, cette situation, aujourd'hui, n'est plus tenable. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui,
quand on a la corruption, les problèmes de développement sont là en fait. On n'arrive pas à gérer nos monnaies, voilà, alors qu'on a des économistes compétents en Afrique. Justement. Ouais. Je pense que oui, Laurent, peut-être, oui. Pardon, oui. Je pense qu'actuellement, la chance qu'on a par rapport au franc CFA, le fait qu'il y a une prise de conscience généralisée, il vient de la mondialisation ou des réseaux sociaux. Parce qu'avant, c'était une affaire des spécialistes qui en parlaient, d'économie des spécialistes sur la finance qui en parlaient. Et celui qui se fait passer pour l'un des meilleurs économistes, mais en fait, qui n'a jamais écrit un seul bouquin, un seul article sur le sujet. Ouattara est le seul qui essaie de s'accrocher encore en faisant croire que le franc CFA, c'est le franc qui va... C'est cette monnaie qui va sauver l'Afrique. Alors que, bon, donc personne, il n'est plus audible là-dessus, quoi. Il n'est plus audible là-dessus. Je pense que le co qu'il a voulu créer avec Macron, ça n'a jamais marché, en fait, ça n'a pas marché. Ça n'a pas fonctionné. Et heureusement pour nous, je vais dire heureusement pour nous, parce que dans la CEDEAO, par rapport à l'ECO, il y a les pays anglophones. Oui. Les pays anglophones qui ont déjà commencé à faire résistance, avant même parce qu'ils sentaient la résistance. C'est pour cela que Macron a un peu volé à son secours. C'était en décembre 2019. C'est malgré qu'ils ont essayé de faire, quoi. Alors, sinon, il y a une véritable prise de conscience qu'actuellement, on ne peut plus faire marche arrière. Oui, non, mais moi je dirais même que le néo-panafricanisme auquel on assiste aujourd'hui trouve ses fondements dans ce qui a été dit par les activistes, principalement, mais plus souterrainement aussi par des chercheurs. Kémy Séba a joué un rôle. C'est un monsieur que je respecte beaucoup, même si je suis universitaire. C'est un monsieur, il a compris quelque chose. Je ne sais pas qui l'a formé à la connaissance des mécanismes monétaires, mais les discours qu'il a tenus sur le franc CFA, ça a mordu. C'est ce qui est à l'origine de l'éveil de conscience. Bon, et heureusement, dans la même période, mais de manière moins tonitruante, des chercheurs comme Nicolas Agbou, l'autre Togolais, qui est passé par la francophonie, qui a aujourd'hui il est aujourd'hui au truc monétaire et financier des pays de l'Ouest africain, francophones. Comment il s'appelle? BCAO. Hein? La BCAO? Non, il a travaillé à l'origine à la BCAO. Maintenant, après la francophonie, où il s'est fait virer par Ouattara, il est dans une structure monétaire de... Bon. Et ils sont nombreux au Cameroun, au Sénégal, ils sont nombreux, les chercheurs, qui... Moi, je me rappelle que jusqu'à la fin des années 70, dans les facultés, on ne pouvait pas interroger nos profs de finances publiques sur le CFA. Ils vous disaient, c'est pas le lieu. Sujet tabou. C'était un sujet tabou. Puis, à partir des années 2000, c'est devenu un sujet, mais maîtrisé, traité de long en large. Je ne sais pas si... Agbou est passé ici et ils sont nombreux à voir. Bon, il a une page sur YouTube. Il faut aller l'écouter. On dit qu'on n'est pas formé à la monnaie, mais quand on a écouté les 2 heures ou les 2h30 de M. Agbou, c'est vrai qu'il parle beaucoup. Quand on sort de là, on a tout compris. Bon, est venue s'ajouter à la question du CFA, la question de l'armée. De l'armée française stationnée au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Gabon, en Somalie, à Djibouti, bon, etc. Et plus tout dernièrement, la question des États qui sont soutenus à bout de bras par la francophonie, pas par la France-Afrique. Bon, donc, alors, ce qui fait que quand on parle de panafricanisme, aujourd'hui, il faut faire attention. Il y a un panafricanisme qui fait référence à
à l'urgence d'une souveraineté des États post-coloniaux tels que ces États sont. Oui. C'est le panafricanisme le plus courant, Oui. qui n'est pas celui des fondateurs. Oui, de Nkrumah. De Kwame Nkrumah. Qui voulait l'OUA, qui voulait une... Voilà, une OUA, une Voilà. fédération des États oui. africains, ou des États-Unis d'Afrique. Oui. C'est le... disons, c'est l'objectif optimal, Oui. mais pour le moment, oui, là, partout où on prend ses distances vis-à-vis, surtout de la France-Afrique, Oui. ou plus généralement de l'impérialisme occidental, on se réclame, on rejoint certains panafricanismes. Il y a ces deux dimensions du panafricanisme Oui. que je voudrais que j'avais besoin de... Merci. Le dernier mot, ce sera, puisque malheureusement il est 32, nos débats sont toujours trop courts, je le sais. Je le sais, mais messieurs, je vous rappelle que d'épisode par dès que vous êtes prêts, une fois par mois, on peut se retrouver, il n'y a pas de souci là-dessus. Le dernier mot, ce sera pour toi, comme d'habitude, Narcisse. Alors, globalement, pour les Guadeloupéens qui nous regardent, vous savez que le sentiment africain aussi, afro-descendant, c'est beaucoup développé en Guadeloupe. Toi qui es ici depuis plus de 20 ans, 40 ans, 40 ans, ah ben ouais, je te rajeunis. 40 ans, en 40 ans, ça a beaucoup, il y a beaucoup de progrès qui se sont faits, puisque de plus en plus de Guadeloupéens comprennent la nécessité de retrouver les racines. De plus en plus de Guadeloupéens veulent voyager, connaître les pays africains. Alors, quel est le mot qu'on peut leur dire aujourd'hui au regard de ce qui se passe en Afrique en ce moment? Je pense que... Alors, on revient régulièrement sur votre plateau. Merci en tout cas de nous accorder cette opportunité. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la situation est en train d'évoluer favorablement. Oui. Mais vraiment très favorablement. Les signaux sont très bons aujourd'hui. Quand on regarde ce qui se passe en Centrafrique, quand on regarde ce qui se passe dans le pays du Sahel, et surtout au Mali, oui. Au Burkina Faso, la population est en train de prendre le pouvoir. Oui. La population... Quand je dis la population, le peuple est en train de prendre le pouvoir. Et il faut revendiquer la souveraineté politique, revendiquer la souveraineté économique, revendiquer la pleine souveraineté des choses qu'on avait perdues. Parce que voilà, on avait l'indépendance du drapeau, aujourd'hui on veut retrouver l'indépendance totale. Pour pouvoir... On va vers la souveraineté. Vers la souveraineté totale, politique et économique surtout. Voilà. Et donc aujourd'hui, le message qu'on peut dire à nos frères guadeloupéens, c'est que les signaux sont très bons. Il y a encore de la résistance de part et d'autre, mais pour moi, les jours sont comptés. Les jours du CFA sont comptés. Les jours des gens comme Ouattara sont comptés, parce qu'aujourd'hui, on demande clairement la mise en place d'une nouvelle monnaie, le départ de l'armée française. Et d'un point de vue géopolitique, si vous voyez comment les choses, comment les grands blocs sont en train de bouger, tout cela, à mon avis, est en faveur de la Côte d'Ivoire. Quand vous voyez que les pays africains ne prennent pas position de façon officielle par rapport à la crise internationale ukrainienne. Voilà, donc aujourd'hui, les éléments sont en train de bouger et ne sont pas en défaveur de l'Afrique. Moi, ce que je peux dire aussi, pour conclure, le jour où on pourra faire un vol de Pointe-à-Pitre vers n'importe quel pays africain, sans passer par Paris, on aura beaucoup progressé. En tout cas, je vous dis merci d'être venu pour ce petit débat. C'est nous qui te remercions. Et on aura l'occasion de se retrouver, je le sais, puisque je vous l'ai dit, notre micro, notre caméra est prête à aborder ces questions-là. Il y a encore des questions très sensibles encore à aborder sur l'Afrique. Et puis on suit ce qui se passe en Ukraine en ce moment. Il est 13h35. On prend la deuxième pause. On se retrouve tout à l'heure avec Kémy Chamougon, avec ses invités, Lucie Paosadi, Pierre Oublié et Rosan Mounia. Je voulais saluer le frère Flavien Pesley, donc je lui dis... Ah oui, Flavien, voilà. On ne va pas l'oublier, Flavien. Moi, je lui transmets ces éclairages. Je lui transmets justement toute ma fraternité pour ces éclairages. Flavien, merci en toute façon de ta participation. Alors, retour de la télé. Eh bien, je suis parfaitement enchanté. J'ai bien écouté les frères et les grands, enfin, les universitaires qui sont intervenus. Par contre, je voudrais la prochaine fois qu'on parle un peu, quand on parle de la réunification de l'Afrique, je voudrais au moins qu'on s'arrête un peu sur des problèmes internes. Chaque pays, je pense au Toubou, au Sahara et au Peul,
On n'a pas parlé des peuls, qui me fait de la peine. Les paysans peuls, les éleveurs peuls qui ne savent plus où se mettre. On parle aussi des différends entre les Touaregs et notre problème interne, puisqu'il y aura réunification de l'Afrique uniquement quand chaque pays sera unifié. Et j'ajouterai, entre parenthèses, je sais que ça ne plairait pas certains, qu'aucun pays au monde ne peut être dirigé par des militaires. Et on fait partie de ce corps... toi qui as été militaire qui dis ça. Hein? Oui, je le dis et le conçois, puisque moi je vous fais une parenthèse, là, je vous dis une vérité. Dans ces armées dirigeants, c'est les officiers qui se séparent le gâteau. Oui. Ça, il faut le dire. Il faut qu'on aille dessus. Il faut que les frères aillent dessus. Il faut qu'on aille dans les campagnes. Il faut mettre le pied sur le terrain, aller dans les villages de Ouaga, aller dans les villages, c'est dans les villages qu'il faut aller. Voir comment vive la population et comme ça, on va réunifier tout ça et chaque pays sera libre et gouverné par le peuple. Merci Flavien. Merci Flavien. Voilà. Ok, voilà, merci. Allez, à bientôt. Merci messieurs. Merci beaucoup. Voilà, il est 13h43 d'un débat à l'autre et cette fois-ci c'est avec Kenisha Mongo. Bonjour. Bonjour à toi, bonjour à tous. Et générique tout de suite et puis tu vas présenter les invités. Très bien. Je te laisse ce honneur cette fois-ci. Bien, on a un bon plateau aujourd'hui. Oui, enfin, très bon. Comme toujours. Comme toujours, pas seulement aujourd'hui. Oui. Merci à toi. Deux grosses thématiques aujourd'hui. Big Up for Startup avec Lucie et Pierre, hein, les deux cofondateurs de Big Up. Et l'inauguration surtout du village Baesea avec le maire du village. Ah, c'est le maire oui, ça s'appelle le maire. Ah, c'est le maire. Un maire du village, Rosan Mounier. Oui, Junior. Junior, oui. Attention. Parce que le Rosan Mounier Senior, il vient souvent ici. Donc, pour pas qu'il y ait de confusion, je dis, on commence à pas télé. Bon, alors, on va commencer donc avec Lucie Passaroudi. Alors, qu'est-ce que c'est exactement le Big Up New Business Maker? Alors, c'est un programme d'open innovation sur mesure. En fait, des entreprises qui ont des besoins en innovation, nous, on les met en relation avec des startups ou des PME qui peuvent y répondre. Et tout ça en travaillant avec l'écosystème du territoire et donc avec les French Tech. Qu'est-ce que l'open innovation en parlant de ça? Concrètement. Alors, l'innovation, déjà, si on le remet en français, ça veut dire innovation ouverte. Ouverte, oui. Donc, tout simplement. Donc, en fait, la logique, c'est de dire que quand on est une entreprise, grosse, moyenne ou petite, on a son cœur de métier et qui n'est pas toujours autour de l'innovation. Et donc, l'idée de l'innovation ouverte, c'est de trouver des solutions à l'extérieur de son entreprise aux problèmes d'innovation que l'on peut rencontrer. Et donc, notamment, avec des startups ou des PME innovantes. Demain, on sera sur une édition qui se voudra anti-Guyane, c'est ça? Oui, c'est la 3e édition anti-Guyane. Donc, co-organisée avec les 3 French Tech Martinique, French Tech Guadeloupe et French Tech Guyane. Et donc, c'est demain. Et donc, il y a 5 groupes partenaires qui ont émis des besoins et qui souhaitent collaborer donc, avec les startups. Donc, il y a Orange, Caraïbes, il y a EDF, Martinique et Guadeloupe, Crédit Agricole, avec le village Baïséa Guadeloupe, The Box, la Riviera du Levant, et avec le soutien aussi de la Poste. Et soutien aussi de Guadeloupe Tech. Bien sûr. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de startups qui ont participé à cette édition. Alors oui, en sachant qu'avec le Covid, on a dû remanier un peu, mais donc il y a eu 25 candidates, start-up candidates là à la première vague, et on a fait une session de rendez-vous le 27 janvier, mais en visio malheureusement, parce que le Covid ne nous a pas permis de le faire en physique au village Baïséa. Mais du coup, là, demain, il y en aura, on a permis quand même aux startups de continuer à candidater, et on a 29 qui ont déposé un dossier de candidature.
Le programme pour demain, ce sera quoi alors, concrètement? Alors, ça démarre, donc, pour ceux qui veulent nous rejoindre, donc c'est à l'accueil à 8h30. À 9h, il y aura une table ronde sur justement comment l'impact, donc comment l'innovation peut continuer et être un levier post-Covid. Et ensuite, il y aura les pitchs donc des groupes partenaires sur leur stratégie d'innovation. Il y aura les pitchs des 6 startups qui ont été sélectionnées pour candidater. Donc, je vais les citer parce que c'est important pour elles. Donc, il y a Zero Fuel, il y a Magenta, il y a Etsol, il y a Easy Drive, Mobilité Eco et Mobapi. Et donc, elles vont pitcher. Et ensuite, on déjeune tous ensemble pour networker. Et donc on a une vraie représentation à la fois à Guadeloupe, à la fois Martinique et à la fois Guyane. C'est aussi le fruit du travail des 3 French Tech et des écosystèmes, puisqu'il y avait aussi Guadeloupe Tech qui nous a bien aidé dans tout ça. Puisqu'en fait vraiment l'objectif, il faut être relativement clair, l'objectif de tout ça, c'est de pouvoir donner, de faciliter l'accès au marché des grands groupes pour les startups ultramarines en l'occurrence et anti-Guyane. C'est ce qu'on fait depuis 15 ans, depuis 2015, pardon. Non, ça pourrait, mais pas encore. En tout cas, depuis 2015, partout en métropole et aux Antilles, puisque c'est la 3e année, la 3e édition d'un Big Up que l'on fait, puisqu'on a eu malheureusement des interruptions, comme tout le monde, pendant le Covid. Et la nouveauté de cette année, pour cette édition, c'est vraiment que c'est pas un one-shot, c'est que pour les groupes qui auront des partenariats avec les startups, s'ils le souhaitent, on peut les accompagner pour aller plus loin avec l'écosystème. Alors moi j'ai quand même envie de poser la question peut-être à Kenny, puisque pourquoi moi? C'est à eux. C'est à eux qui posent les questions. Attends la question. Non, parce que depuis que tu manages cette émission ici, est-ce que tu as le sentiment quand même que les startups sont en train de EP? Oui, tout à fait. C'est vraiment, on sent un beau redonnement, une émergence des startups. Et surtout, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a des gros acteurs qui s'y mettent. Crédit Agricole avec Village by SCA, il y a The Box avec CMA-CGM, on a la Pépinière Audacia avec la collectivité de Cap Excellence et d'autres. Et la CCI des îles de la Guadeloupe aussi qui se mobilise. Et c'est bien le thème du débat de demain. Donc, c'est la question que je vais leur poser. Tu me poses la question, moi je vais leur poser la question. C'est comment l'open innovation peut être un levier économique post-Covid. Ouais. En fait, ce qui se passe pendant la crise sanitaire, c'est que, et de façon générale quand il y a une crise, c'est que les grands groupes ont tendance à se rétracter sur leur cœur de business et de mettre l'innovation un peu de côté. Or, il s'avère que la crise l'a démontré, qu'il faut innover en période de crise. La preuve, on aura des témoignages pendant la table ronde. Il a fallu mettre en place le télétravail, mettre en place des signatures électroniques. On sent l'expérience. C'est le bon aspect de la crise, alors. Mais oui, mais du coup, ça montre que c'est essentiel si on veut toujours être là après la crise. Oui, mais toutes les crises amènent la même chose. Ça amène des grosses perturbations, mais ça amène aussi des possibilités d'innovation et de nouvelles choses différentes. Là, il est clair, nous, on est en train de réaliser, par exemple, une étude sur l'ensemble de la France, et d'ailleurs, on interrogera sûrement les acteurs d'ici aussi, sur c'est quoi l'innovation post-Covid. Et on voit bien que, alors, il y a une constante, c'est-à-dire que les startups qui arrivent vraiment à se développer, elles sont accompagnées par une structure d'accompagnement. Elles sont soutenues par des écosystèmes dynamiques. Elles ont évidemment un accès au marché facilité par X ou Y raison. C'est ce qu'on essaye de faire. Et puis, dans un troisième temps, mais ça vient à mon avis souvent en troisième temps, c'est le financement pour pouvoir se développer largement. Mais cette notion d'opportunité est vraiment extrêmement importante parce que ça a changé beaucoup la donne aussi dans les grands groupes. Nous, on a vu, on travaille avec une 50aine de grands groupes différents, qu'effectivement les choses ont bougé et qu'il y a une volonté que... Alors, avant, on parlait d'open innovation, ça faisait un peu paquet cadeau, c'était bien de dire quand on était un grand groupe qu'on faisait de l'open innovation. Maintenant, ils cherchent une innovation opérationnelle. C'est-à-dire, OK, si j'innove dans la relation client, qu'est-ce que ça veut dire pour mes clients? Si j'innove dans la façon dont je gère mes ressources humaines, qu'est-ce que ça veut dire pour le management et pour les RH, etc. etc. C'est-à-dire que vraiment, et je trouve que c'est plus sain. C'est-à-dire qu'effectivement, OK, j'innove, mais pourquoi faire?
Hein, c'est pas parce que j'ai une nouvelle tablette toute neuve et du dernier cri que j'ai innové. C'est qu'est-ce que j'ai dedans et qu'est-ce que j'en fais avec. Alors, il y a quand même un souci au début des startups, c'était la levée de fonds. Alors qu'aujourd'hui, cette levée de fonds, j'ai envie de parler à Crédit Agricole, est plus aisée. On commence à faire bouger les choses et à faire remarquer les startups et la qualité des startups locales. C'est un travail de fond. On n'est pas nous tout seuls sur le sujet. L'idée pour nous, au travers du village aussi, c'est de mettre en évidence ce qui est en train de se faire, de mettre en évidence la qualité des projets, la qualité des porteurs de projets et les mettre en relation avec le maximum d'investisseurs. Et donc ça, c'est un enjeu majeur. On ne le fera pas seul. On a beaucoup concerté avec tous ceux qui sont sur la place, qui faisaient déjà le marché, de manière à apporter des solutions supplémentaires. Mais c'est un vrai sujet localement, la levée. J'imagine. Donc, Danica fait la transition sur le village Baïséa. Donc, qu'est-ce que le village Baïséa? Le village Baïséa, c'est un incubateur accélérateur de start-up. Il faut bien dire CA, c'est Crédit Agricole. Voilà, Crédit Agricole, c'est le village by Crédit Agricole. Oui. Et qui a été créé en 2014 avec un premier village rue de la Boétie. Oui. Et depuis, c'est un réseau qui s'est développé avec 42 villages, un 43e en cours d'ouverture. Ouais. Il y a déjà eu 1260 startups. On a 670 entreprises partenaires. Et globalement, l'idée, c'est de mettre des conditions optimales en termes de réseautage, en termes de qualité d'accompagnement, mais aussi en termes d'infrastructure pour que les startups puissent avoir les meilleures conditions possibles pour se développer. Ouais. Et où se trouve le village Baïséa? Le village Baïséa, nous, on s'est dit, on a un très beau parc. Et pourquoi ne pas l'utiliser? Et donc, on a implanté notre village au sein du siège du Crédit Agricole, dans un bâtiment qui est légèrement à part du gros bâtiment principal et qui leur permet d'avoir à la fois un espace de coworking de 80 mètres carrés, mais de bénéficier aussi d'un patio de 200 mètres carrés et des jardins, puisqu'on a mis une qualité de Wi-Fi qui leur permet d'aller sur un village écologique. Il manque la piscine. L'orientation. C'est l'orientation parce qu'on a un rapport avec la nature qui est historique et pour nous, il fallait qu'on présente quelque chose de différent de ce que font les autres et de ce qu'on aurait pu trouver à Jarry, par exemple. Oui. Nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment marier les deux, la nature, le côté ouvert et le côté... mais on verra, si le succès augmente, on a l'espace qu'il faut pour... Alors c'est ouvert et ouvert. Ah, c'est bien trouvé comme expression, c'est exactement ça. Et le vert, c'est vraiment la couleur du Crédit Agricole. Et donc la date d'inauguration, c'est quand? L'inauguration a lieu jeudi, donc le village vit déjà depuis, il a été un peu ralenti par les mouvements sociaux parce qu'il était difficile de circuler, mais le village vit, les startups ont déjà pris possession du village, mais on a voulu faire un événement spécifique pour mettre en valeur toutes les startups qui sont au village et puis pouvoir commencer, ce qui est le plus important pour nous, c'est la mise en relation. Donc inviter nos clients, inviter les institutionnels, inviter ceux qui font l'écosystème à venir rencontrer les startups du village dans un moment convivial. On est sur un village Baïséa, donc je l'ai bien dit, incubateur. Quelles sont les grosses thématiques? Les grosses thématiques, il y a déjà le concept Village Baïséa tourne autour de certaines thématiques qui sont l'économie d'énergie, le bien vieillir, se loger et l'agroalimentaire. Et nous, on a intégré un certain nombre d'extensions qui tiennent compte du potentiel de développement de la Guadeloupe. On a mis les énergies renouvelables, c'est un enjeu majeur du territoire dans les prochaines années. On a mis également la mer, parce qu'on pense qu'il y a un vrai potentiel de développement sur la mer qu'on n'a pas encore exploité. Ce que l'on a est l'une de nos richesses les plus importantes et renouvelables. Qui ne nous appartient pas totalement. Mais voilà. On a mis également le tourisme, parce que l'ensemble fait qu'on a des réponses économiques et importantes en faisant ce maillage. Et donc, ça nous permet aujourd'hui d'accueillir à la fois 2 startups sur le médical et on a aussi sur de l'agroalimentaire. On a 3 startups qui sont dans l'agroalimentaire. On a également des facilitateurs de traitement de relations entre les institutionnels, par exemple de Lola ou Uli, qui sont aussi des applications qui vont permettre de simplifier la relation entre les usagers et certaines administrations.
On a également des choses qui sont un tout petit peu différentes, mais qui apportent une innovation forte. On a une start-up qui est spécialisée dans la sécurité sur les chantiers et qui permet d'amener de la technologie et de la robotique dans la gestion de la sécurité sur les chantiers. Et entre parenthèses, qui est lauréat du concours du Miss Startup pour le monde, tout à fait, qu'on a reçu il y a 15 jours. Qu'on avait reçu récemment. Et puis, on a... voilà, globalement, sur l'ensemble des startups, il y en a 8 au total. Et dans les 8, on a aussi des choses qui ressemblent à des places market, mais qui apportent une innovation locale dans la fidélisation de la relation client. Je pense à Fidé Club, qui va permettre de faire un réseautage commerçant et de créer de la valeur dans la relation de fidélisation des clients. Et de l'autre côté, pour les clients aussi, de se faire des portefeuilles de promotion. C'est des choses qui apportent quelque chose de nouveau sur le territoire. Et notre notion d'innovation, elle n'est pas simplement liée à la technologie. On ne va pas chercher que la technologie. L'innovation aussi, c'est la capacité à adapter des choses qui vont permettre de rendre un service aux clients, aux usagers locaux. Mais aussi l'innovation, c'est créer des choses qui nous ressemblent et qui sont duplicables sur des territoires qui nous ressemblent également. Et donc c'est ça qu'on encourage dans cette notion de business et d'innovation. J'ai envie de demander quand même, le village Baïséa, est-ce que ça commence à prendre une dimension haute côte Guadeloupe, internationale? Le village Baïséa, déjà, c'est 43 sur toute la France, dont 43 au total, 4 en Italie, 3 en Italie, 1 au Luxembourg. Oui. Il y a des prospections sur Dubaï, il y a l'Amérique du Nord également. Donc là, partout est le Crédit Agricole globalement. Mais en plus, toute start-up dans le village, en plus de bénéficier du réseau Village Baïséa, bénéficie aussi des infrastructures et des positions du groupe Crédit Agricole partout dans le monde. Donc on peut, dans une démarche d'accompagnement, organiser un rendez-vous à Shanghai, on peut faire un certain nombre de choses pour nos startups grâce au réseau Crédit Agricole. Mais au-delà de ça, nous aussi, on s'est dit que l'international pour nous, c'est d'abord la Caraïbe, et on a regardé quelques-uns des acteurs qui sont en train de travailler avec la Caraïbe, et on a signé une convention avec Isanaja, qui est spécialisé dans l'accompagnement de la prospection de business dans la Caraïbe, parce qu'on veut aussi Adonis Madrina. Et on veut absolument qu'on ait cette ouverture, parce que c'est ça l'enjeu, c'est ce qui va faire notre force au niveau des startups, c'est cette capacité à transgresser les frontières en restant depuis la Guadeloupe. Donc à pouvoir aller capter des marchés de niche dans des zones où on aurait eu beaucoup de difficultés à accéder s'il fallait passer par le côté physique. Et donc l'idée aussi, c'est d'inviter nos startups à réfléchir sur des marchés qui sont au-delà des territoires. Et ça, il faut les accompagner sur ces sujets et casser les tabous qu'on pourrait avoir sur ces sujets. Donc le village Baïséa a une culture de pas l'innovation. Et c'est pour ça qu'on s'entend aussi bien et qu'on reçoit le Big Up for Startup cette année, c'est la deuxième année. C'est transversal. Hein. Oui, tout à fait. Oui, et puis c'est une longue histoire avec le Crédit Agricole, qui est aussi notre partenaire national avec Crédit Agricole Technologie et Services. Donc, et c'est vrai qu'on a travaillé dans beaucoup de villages, et c'est vrai que ce que tu disais sur la notion de marché, c'est vraiment extrêmement important par rapport aux outre-mer, mais c'est aussi vrai dans les territoires et dans les régions métropolitaines, c'est qu'en fait, il ne faut pas voir le marché aux frontières de son territoire. Et pour les startups, si je peux me permettre, pour les startups ultramarines, le marché, il n'est pas obligatoirement vers la métropole. On a un environnement caribéen. Il y a un environnement caribéen. Américain, sud-américain, etc. Bien sûr. Oui, et puis même en discutant avec certaines startups ici, ils nous disent que par exemple pour eux c'est quelquefois plus simple, en dehors des trajets, etc., de faire du business avec l'Afrique, par exemple, parce qu'il y a des niveaux de développement, etc., au niveau de la tech qui peuvent être plus compatibles, et que quand un grand groupe en France va vous demander vos références et quelles sont, ils connaissent pas les références d'ici, et donc du coup, pour eux, ça leur dit pas grand-chose, alors que en fait, quand on est à l'étranger, eh bien les références, c'est ce qu'on fait réellement. Voilà. Et c'est ça qui compte. Et ce sont les startups aujourd'hui qui sont en train de réussir, qui vont ouvrir des portes
pour toute une série de générations à venir. Et on a vraiment des réponses à des problématiques du territoire qui se posent, telles que l'emploi, telles que le retour des compétences. Et c'est des sujets qui sont importants et c'est des entreprises qui vont créer des valeurs dans les prochaines années et qui vont embaucher à un haut niveau de qualification. Et donc, il faut les encourager aujourd'hui à se développer pour que demain, ils soient les employeurs je pose toujours la question aux gens des techs. Est-ce que nos politiques sont au fait de tous ces changements, de cette évolution, de ce mouvement des startups? Monsieur le maire, alors. Nous, on n'a pas beaucoup mêlé les politiques pour l'instant. On ne parle pas de les mêler, mais est-ce qu'au moins qu'on sent chez eux je pense une prise de conscience, voilà. Je pense qu'on a l'occasion de faire différemment que par le passé. C'est-à-dire ne pas mettre d'abord les subventions, les politiques, etc., une dynamique. Il faut qu'ils soient des facilitateurs. Mais il faut que l'initiative soit privée. Ils vont servir d'accélérateur à un moment donné. Mais il faut que l'initiative soit privée, que les bases soient solides et qu'on puisse ensuite aller chercher les leviers que seuls les politiques pourront nous permettre d'obtenir. Je pense que l'oreille maintenant est différente. On le voit cette année, il y a une collectivité qui s'est mise. Donc elle a compris qu'à partir d'un moment, l'innovation ne peut pas être intrinsèque, il faut aller la chercher à l'extérieur. Donc il y a une manière de fonctionner qui n'est pas dans les prérogatives de ces grosses institutions. Et donc c'est au fil de l'eau, pas après pas, et c'est à force d'acculturation que ça va changer. Mais je pense que l'écoute est là. C'est le rôle de ton émission. J'espère. Et les clients des entreprises sont aussi les citoyens des villes et les électeurs. Et donc les besoins des populations changent. Et donc tout bon politicien doit écouter sa population et ses électeurs. Et dans les lauréats, on a des startups qui sont accompagnés par la région, Maïtech, Olmol, tout ça. En matière d'agroalimentaire surtout, j'ai vu même au niveau de l'agriculture, j'ai vu quelque chose il y a 2 ans, une start-up qui pouvait gérer un petit peu les hectares de terre, etc., la qualité du terrain, etc., etc. C'est un jeune qui avait monté ça, je ne me souviens plus de son nom, et ça montre que... Maïtech, c'est Maïtech. Voilà, exactement. Il est au village. Il est aussi au village. Il est aussi au village. Ah non, mais ils ont fait la razzia. Et il a candidaté au Big Up. Voilà. Grâce à tout le monde. Grâce à Kenny, je suis informé régulièrement tous les lundis de ce qui se passe. En tout cas, on prend les rendez-vous donc avec monsieur le maire demain, c'est ça? Demain et jeudi. Demain, c'est Big Up for Startup au Crédit Agricole au village. Donc l'inscription, c'est... Ah oui. Alors, allez-y. Oui, alors l'inscription est gratuite, tout le monde peut venir, mais elle était obligatoire. C'est-à-dire qu'en fait, on est quand même encore en période Covid, et nous sommes sur un site qui est quand même un site bancaire, qui nécessite un certain nombre de mesures. Donc l'adresse est sur il faut s'inscrire via le site de Big Up, donc www.bigupforstartup.com. Ça apparaît à l'écran. Elle apparaît à l'écran. Dernier mot pour conclure. Monsieur le maire. Et jeudi, l'inauguration, donc les invitations sont parties. Donc dans ce cadre-là, on est dans un cadre fermé, mais on fera une rediffusion via les réseaux sociaux de la manifestation, et c'est la fête pour les startups du village. All is fine. OK. Voilà. 14h05, on a fini dans les temps. Dans les temps. Je vous remercie. Je rappelle simplement qu'on a fait une première partie de l'émission, un gros débat sur l'Afrique d'aujourd'hui, avec ce qui se passe avec des spécialistes. Georges Laousson-Bodi, qui est universitaire, Narcisa Ibo aussi, Laurent Dengue avec eux, et Flavien Pessé, qui est un ancien militaire guadeloupéen qui était au Mali, qui a témoigné. Et puis cette partie des startups avec, bien sûr, notre ami Kenny, qu'on va retrouver dans une quinzaine de jours, avec des invités toujours aussi prestigieux. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On vous remercie d'être là. La réalisation était assurée par Yann. Et puis demain, on se retrouve spécialement demain, journée de la femme, journée internationale de la femme. Ce sera une émission spéciale. Ce ne sera pas moi, ce sera une femme qui sera à cette place-là. Mais oui. C'est bien. Donner aux femmes le pouvoir. Elles ont déjà le pouvoir. Voilà, c'est fini. À demain à la même heure. Merci.
Donc quand tu regardes dans le film, c'est... Hein? Non, brasseur, moi, tu as... À part là, on y l'embé. Depuis tout petit, votre maman, on y l'embé, on s'en It's always move to the left, move to the right, and it's some music. It's music, but it's keeping.